mais vous êtes là? Ça vous dit on va voir les serres de Stockholm ensemble? Allez, je vous prends, venez. Donc on se retrouve aujourd'hui dans la serre botanique de Stockholm, donc juste en face du musée d'histoire naturelle, pour parler ensemble de plantes qu'il y a dans cette serre jusqu'à ce que le printemps arrive vraiment. Parce que certes il fait très haut aujourd'hui, il fait de super températures, mais en fait les insectes ne sont pas là, les animaux ont toujours froid. Donc on va encore parler de plantes sur cette chaîne YouTube, on va encore découvrir ce merveilleux règne qui est hyper intéressant, plein de choses à raconter. Donc je vais essayer de faire plusieurs vidéos dans cette serre sur plusieurs plantes, soit de vidéos un peu longues, soit de réels. Mais en tout cas, partons à l'aventure et allons explorer cette serre ensemble. C'est super parce que vraiment tout le monde s'en fout. Je parle tout seul avec mon téléphone et ça c'est super. On va pas penser que je suis schizophrène, c'est cool. Ok, donc maintenant on est dans la partie tropicale de la serre botanique. Donc là on est dans la partie, j'ai envie de dire australienne, indonésienne, je ne sais pas exactement. Mais bon, on est dans un milieu tropical, il fait humide, il fait chaud. Il y a une journée magnifique, donc il doit faire, je pense, 30 degrés dans la serre actuellement. Mais avant de vous parler du coup de la plante d'intérêt aujourd'hui, je vais vous parler d'une famille botanique un peu particulière, les Gnetales. Alors les Gnetales font partie du grand groupe des gymnospermes, donc avec tout ce qui est sapin, pin, les conifères, et aussi ceci. Je vais vous montrer immédiatement. Les cycas. Alors, les cycas, ça ressemble à des palmiers qu'on a ici, mais ce ne sont pas des palmiers. Et comment vous faire la démonstration? C'est ça. Ça, c'est un cycas. Un cycas, il me semble, indonésien. Et ce qu'on voit sur la vidéo, ce sont littéralement des énormes pommes de pin qui se sont formées. Donc là, on a un individu femelle. Les cycas sont soit mâles, soit femelles. Et là, on voit des énormes pommes de pin. Et donc c'est une particularité de ce groupe, les Gnetales, qui font partie des gymnospermes, de déjà ne pas avoir de vraies fleurs et de vrais fruits, avec une enveloppe charnue qui protège la graine, ou de fleurs sensus stricto. Et on a souvent des individus dioïques, c'est-à-dire des individus qui sont soit mâles, soit femelles. Alors pour vous faire une comparaison, on va peut-être pas utiliser l'orchidée, mais je n'ai rien d'autre à vous montrer, donc c'est pas grave. Mais en tout cas, coup de fleurs, là on a une Phalaenopsis, on a du coup, bon, c'est vraiment un très mauvais exemple, mais on a des étamines et un pistil qui sont regroupés, on a des fleurs hermaphrodites. Donc là on n'a pas une plante qui est mâle ou femelle, on a une plante qui est hermaphrodite. Et donc à ce niveau-là, en fait on va avoir des pollinies et le pistil qui représente les structures de production mâles et femelles. Chez les Gnetales, on a beaucoup d'individus dioïques et en particulier cet individu-là est un individu femelle parce que on a des cônes. Donc dans ce grand groupe des gymnospermes où aussi on retrouve les sapins, les pins, tous les conifères, on retrouve l'ordre des Gnetales. Alors les Gnetales, elles sont représentées par trois genres, par trois groupes. Le genre Gnetum, donc qu'on a ici, qui est une sorte d'arbre plutôt assez basique, j'ai envie de vous dire, qui forme des sortes en fait de lianes qui se replient, ça fait une sorte de parapluie en fait. Et là je ne vais pas pouvoir vous faire la démonstration parce qu'il n'est pas en fruit, mais c'est un arbre aussi qui a une reproduction particulière et qui n'a pas de vraies fleurs, comme on l'a dit. Dans cet ordre, on a aussi le genre Ephedra. Alors là, le genre Ephedra, on ne l'a pas parce qu'on n'a pas dans la serre une zone de bord de mer, mais le genre Ephedra, ce sont des plantes qui vivent sur le sable, souvent dans des milieux assez salins, et qui forment des petits fruits rouges. C'est vraiment des plantes assez bizarres qui sont utilisées dans notre pharmacopée, donc c'est des plantes qu'on a utilisées pour faire des médicaments. Et du coup, le genre Ephedra, là, on va le retrouver, donc je n'aurai rien pour vous le démontrer. Et le dernier groupe, c'est la plante dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celle-ci, c'est Welwitschia mirabilis. Donc c'est une plante hyper particulière et je vais vous démontrer pourquoi. Une plante qui est hyper bizarre. Je m'installe et je reviens tout de suite.
Bon, j'ai pas trouvé d'endroit vraiment stratégique pour vous poser, donc je vais continuer de vous expliquer les choses comme ça. Même peut-être comme ça ira très bien, mais je vais continuer à vous tenir. Donc Welwitschia mirabilis, c'est une gnetale, donc c'est une plante qui est dans ce grand groupe des gymnospermes, le groupe frère des angiospermes, des plantes à fleurs. Et c'est l'unique représentant, donc il n'y a qu'une espèce de la famille des Welwitchiaceae. Je vous mets la petite étiquette, vous pouvez voir. Welwitschia mirabilis, dans le genre Welwitschia, une Welwitchiaceae, mais c'est la seule espèce de ce genre et de cette famille. Donc déjà, ça c'est groupe monospécifique avec une seule espèce chez les plantes, c'est des groupes déjà très rares. Ça c'est la première information. La deuxième observation qu'on peut faire, c'est qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, pour raconter un peu l'histoire, c'est un mec qui s'appelle Welwitsch, bizarrement, comme d'habitude, on donne son nom aux plantes, qu'il a découvert au 19e siècle, pendant une excursion en Namibie. Et il va dans le désert namibien et il découvre un énorme amas de feuilles, une sorte de micro-arbre perdu au milieu du désert. Imaginez-vous, en plein milieu du désert, il n'y a rien. Il y a peut-être 3 vieilles herbes qui poussent et vous avez ça. Alors ça, c'est une jeune plante. La plante peut vivre jusqu'à 2000 ans et donc ça fait des énormes amas de feuilles concentriques. En fait, ce qu'on voit déjà, c'est qu'en fait les feuilles, elles tendent à mourir plus elles sont grandes, et donc en fait la plante, elle se forme des sortes d'amas. Je vais vous mettre des photos, et donc ces amas la protègent évidemment du dessèchement dans ce désert namibien. Et donc ce mec, Welwitsch, découvre cette plante perdue au milieu des déserts, et c'est la plus belle chose qu'il a vue de sa vie. C'est vraiment la découverte de sa vie, le truc de fou. Il va se mettre à genoux, il y a des représentations de lui complètement, j'allais dire accablé, mais non, c'est pas du tout le verbe, mais qu'on est émerveillé par cette plante. C'est presque une apparition divine, le truc. Et du coup, il va la décrire et il la mettre dans l'ordre des gnetales. Alors pourquoi il les met dans l'ordre gnetale? Je ne vais pas pouvoir vraiment vous le démontrer avec ce qu'on voit ici, parce qu'on n'a pas les structures de reproduction, mais déjà on va voir la plante ensemble. Alors déjà, le truc bizarre, c'est que on n'a que 2 feuilles. C'est une plante avec 2 feuilles. Une feuille qui part ici, une feuille qui part là, et en fait la feuille, elle se découpe petit à petit parce qu'il y a des morceaux qui meurent, mais c'est une plante à uniquement 2 feuilles. Et ça nous rappelle une chose, ça nous rappelle les cotylédons de la graine. Donc c'est une plante néoténique, c'est-à-dire qu'elle a une forme d'embryon. C'est comme l'axolote qui reste à l'état de larve. Là c'est pareil, c'est une plante qui reste à l'état de larve, de graine en l'occurrence. Donc ça c'est une chose hyper particulière. Et donc au centre, on a un tronc avec une racine pivotante, donc comme une carotte, qui s'enracine dans un sol très sableux, qui tient très peu, qui retient très peu l'humidité. Et donc on se demande, mais comment cette plante peut survivre dans le désert namibien alors que c'est littéralement un arbre, littéralement un tronc avec une racine pivotante. Donc comment cette plante elle fait pour survivre? En fait, c'est une chose, c'est que cette plante elle vit en bord de mer. Et qu'est-ce qui se passe la nuit et les petits matins qu'il y a du vent? Il y a l'humidité qui arrive, et ces feuilles elles vont réussir à capter l'humidité et faire venir s'accumuler l'eau au centre, qui va ruisseler ici et arriver au niveau de sa racine pivotante, qui va pouvoir absorber l'eau. C'est une plante qui vit presque sans eau pendant la journée et qui a vraiment des caractéristiques de plante avec un métabolisme CAM. Qu'est-ce que c'est le métabolisme CAM? Normalement, nos plantes, pendant la journée, quand elles font la photosynthèse, elles vont ouvrir leurs stomates, qui sont des petites structures qu'on retrouve sur les feuilles, qui vont absorber les gaz. Parce que pour la photosynthèse, on a besoin de CO2. Et donc pendant la journée, même s'il fait chaud, même s'il fait soleil, peu importe, elles ouvrent leurs stomates pour capter ces gaz. Et pour aussi expulser le dioxygène qui va être amené dans l'atmosphère. Elle, si elle fait ça pendant la journée, elle va clamser, parce que dans ses stomates, il y a aussi de l'eau qui sort, il n'y a pas uniquement du gaz, et donc elle va perdre des quantités astronomiques
d'eau, et ce qu'elle fait, c'est qu'elle ferme ses stomates pendant la journée, et pendant la nuit, elle les ouvre pour accumuler le CO2 sous forme d'oxaloacétate, il me semble. Peut-être qu'en commentaire, vous pouvez me corriger si je dis n'importe quoi. Mes leçons de métabolisme ne sont pas non plus hyper claires dans ma tête. Mais en tout cas, on a une plante avec une écologie particulièrement adaptée au milieu aride. Sa seule chose qui n'est pas son adaptation, c'est une racine pivotante. Normalement, en milieu aride, on a plusieurs types de plantes, hein. Mais on imagine plutôt avoir un système racinaire qui va explorer un peu le sol pour capter le plus d'humidité possible. Là, c'est pas du tout le cas, on a une racine pivotante. Et une des particularités, pourquoi surtout elle rentre dans l'ordre des gnetales, c'est parce qu'elle a un mode de reproduction très étrange. Alors déjà, c'est une plante qui est dioïque, donc elle présente un mâle, là on le voit pas, mais c'est un mâle. Et c'est une plante qui se reproduit de la même manière que les conifères. C'est-à-dire que le mâle va avoir des cônes mâles. Donc ce sont des petites structures en forme de cône qui ont du pollen à l'intérieur. Et des strobiles femelles. Donc les strobiles, c'est ce qu'on appelle aussi vulgairement la pomme de pin. Et qui contient les ovules qui vont être fécondés. Alors une des particularités aussi, c'est que les strobiles vont être fécondés par des insectes. La pollinisation est assurée par des insectes. Si vous allez dans des forêts en fin du printemps, des forêts de conifères, vous verrez qu'il y a des tonnes de pollen de sapin dans tous les sens. C'est une pollinisation qui est assurée par le vent. Là, on a une pollinisation qui est assurée par les insectes. Et c'est hyper étrange, en plein milieu de désert, d'avoir une pollinisation assurée par les insectes. Mais, ma foi, c'est ce qui fonctionne. Et en plus, cette plante va aussi cohabiter avec certains insectes. Alors là, on n'est pas dans son milieu naturel, mais ce qu'on voit ici en blanc, j'essaie de vous montrer un peu mieux, c'est de la cochenille. C'est une petite punaise, une sorte de punaise, on va dire ça comme ça, qui va se nourrir de la sève de la plante qui peut lui transmettre des maladies graves. Ça, dans la nature, il y a exactement les mêmes. J'ai été très étonné de les voir alors qu'on est à Stockholm, dans la serre botanique. Et donc on a des petites punaises qui vont vivre sur la plante et qui vont se nourrir de ces petites punaises. Donc on a une sorte vraiment de symbiose en fait, d'association symbiotique. Là ici, comme on n'a pas le prédateur naturel de ces punaises, ils ont essayé de rajouter ces petites coccinelles là qu'on voit ici. Je sais pas si c'est très clair. J'en ai vu d'autres à d'autres endroits, mais bon, parfois ici, pour manger ces punaises qu'on appelle la cochenille. Bon, je suis pas sûr qu'elle soit très efficace. Je vais vous montrer aussi derrière. Voilà. C'est une infestation, il y en a absolument partout. Mais bon, évidemment, on voit quelques coccinelles. Il y en a une là, si on la voit bien, mais bon, je sais pas trop qu'est-ce qu'elles font. Je crois qu'elles sont un peu perdues dans leur vie. Bref, donc, en plein milieu des déserts, une plante qui est en association symbiotique avec des insectes. Ce qui est complètement fou. En fait, elle crée son propre micro-habitat qui va être favorable aux insectes. Et ça, c'est absolument exceptionnel. En plein milieu d'un désert, il faut s'imaginer que cette plante, là on est dans une serre, cette plante vit en plein milieu du désert toute l'année, à H24, tout le temps. C'est absolument fantastique. Alors ce qu'on voit aussi, c'est que c'est une plante, enfin celle-là en tout cas, les petits trous qu'on voit ici, c'est les anciennes structures reproductrices, donc les anciennes cônes mâles qui ne sont plus présents ici et qui ont été là, qui n'ont pas servi à la reproduction de quoi que ce soit parce que c'est la seule plante de cette espèce qui est ici, mais ma foi, elle se reproduit. Aussi une chose importante, c'est que comment on arrive à dater l'âge de cette plante, c'est que comme chez les arbres, on voit des cernes de croissance. Alors, je vais essayer de zoomer. On voit ces petits cernes et on peut compter le nombre de cernes pour avoir une idée de l'âge. Là, c'est un peu compliqué, comme vous voyez, mais on arrive à des bonnes approximations avec des âges, bonjour, avec des âges de parfois 1000, 2000 ans. Même avec des datations en carbone 14, on est arrivé à faire des datations de cet ordre-là. Donc, une plante absolument exceptionnelle, qui a une histoire botanique exceptionnelle, puisque tout le monde s'y intéressait, tout le monde était complètement abasourdi par cette
plante qui vit en plein milieu du désert namibien. Ça, moi, c'est ce qui me choque le plus quand je vois ça. Je me dis, nous, on survit peut-être un jour sans eau, même pas, en plein milieu du désert namibien. Elle vit presque plusieurs milliers d'années, il faut s'en rendre compte. Et c'est aussi une plante qu'on appelle un fossile vivant. On en connaît plein des fossiles vivants, le ginkgo biloba, le nautile, la limule par exemple, sont des fossiles vivants parce qu'on a retrouvé des fossiles qui avaient des caractéristiques extrêmement proches des individus qu'on avait toujours aujourd'hui. Et pour Welwitschia, c'est la même chose, c'est une plante dont on a retrouvé des fossiles avec des caractéristiques extrêmement proches. Et c'est donc une plante qui aurait vécu au Permien. C'est-à-dire que c'est une plante dont les ancêtres ont connu les dinosaures. Voilà. Il y a beaucoup de plantes dont les ancêtres ont... Il y a beaucoup de fossiles vivants dont les ancêtres ont connu les dinosaures. C'est pas non plus quelque chose de très très rare, mais c'est quand même notable. Et c'est peut-être la dernière représentante de son espèce qui vit encore aujourd'hui, parce que au Jurassique on avait des conditions climatiques qui étaient extrêmement différentes, donc on avait peut-être un groupe, donc les Welwitschia, qui étaient beaucoup plus diversifiés avec des plantes beaucoup plus diverses et variées que celles qu'on a ici. Mais en tout cas aujourd'hui on l'a, elle est ici, et même il faudrait pas remonter très longtemps dans le passé pour, à l'échelle des temps géologiques, on est bien d'accord, pour retrouver ses ancêtres. Parce qu'il faut se dire que les graines de cette plante, elles ont besoin de pluie pour germer. Et il ne pleut pas beaucoup dans les déserts namibiens. Il pleut peut-être tous les 10 ans, quelque chose comme ça. Donc en fait, ces graines, elles sont extrêmement résistantes à la dessiccation, à la sécheresse. Et elles vont attendre des grandes pluies pour germer et pour faire de nouveaux individus. En fait, ce qui se passe, c'est que les individus qu'on va retrouver dans ce désert ont à peu près tous le même âge, parce qu'ils ont tous germé au même moment quand il y a eu des pluies. Donc on peut même faire de la reconstruction de climat passé via cette plante, puisque si on connaît l'âge de la plante, on connaît l'âge exact de la pluie qu'il y a eu il y a peut-être 2000 ans dans ce désert. Ce qui est complètement fou. Bon, on ne peut pas remonter il y a extrêmement longtemps dans le passé, mais si on a des plantes qui sont âgées de 2000 ans, on peut remonter quand même assez loin dans le passé. Je pense qu'on va terminer là. On va terminer la vidéo ici. Alors, on va la terminer bien sûr en regardant à nouveau cette plante qui est purement exceptionnelle. Alors c'est une plante d'ailleurs, je ne vous en avais pas parlé, mais cet individu, il est arrivé ici en 1952. On ne sait pas exactement si c'était une graine ou si c'était déjà un individu grand, mais la plante aurait au moins 74 ans. On peut s'imaginer qu'un sapin, ça pousse en 10 ans, ça fait 2 mètres déjà. Cette plante à 74 ans, elle est dans un bac de récupération. Pour le même âge, un sapin fait 140 mètres. Bon, il n'y a pas de sapins qui font 140 mètres, on est bien d'accord. Mais c'est exceptionnel, c'est une plante qui a 74 ans, c'est un petit monsieur qui a 74 ans. Et voilà, donc je vais essayer de continuer à vous faire des petites vidéos dans cette serre, parce qu'il y a des plantes quand même assez exceptionnelles. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans, évidemment, tout le monde s'en fout, mais pas moi.